deux lésions graves, dont l'une, au moins d'entre elles, peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors, cette définition a été mise à jour et maintenant, en plus de cette définition, on parle aussi d'un polytraumatisme devant un blessé grave d'emblée ou devant un accident à haute énergie ou à forte cinétique, devant des accidents graves donc, qui peuvent sous-entendre l'existence de lésions sévères ou une aggravation secondaire des lésions primitives. Il faut savoir pourquoi on s'intéresse tant aux polytraumatisés, parce que c'est une lésion grave. Par définition, on a une mise en jeu du pronostic vital, donc ça entraîne le décès. Donc c'est un pronostic grave d'une part, et c'est aussi source de séquelles invalidantes. Donc on a aussi la mise en jeu du pronostic fonctionnel avec des séquelles invalidantes et un retentissement sur la vie du patient, mais aussi sur la société, malgré les progrès thérapeutiques qu'on a fait dans plusieurs domaines. Alors, petit tour d'épidémie, il faut savoir que le polytraumatisé, pourquoi c'est aussi important, c'est la première cause de mortalité prématurée, c'est-à-dire chez les jeunes. Justement, ce sont les plus touchés, les adultes jeunes de sexe masculin. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est la tranche active de la population. Et justement, ça s'explique par les étiologies, par les causes, puisque dans 90% des cas, le polytraumatisme est dû aux accidents de la circulation, aux AVP. Donc, c'est pour ça que ce sont la tranche d'âge active de la population qui est exposée. Donc, c'est surtout les jeunes de sexe masculin. Après, 10%, dans 10% des cas, ce sont les accidents domestiques, les accidents de sport, de loisirs, les accidents de travail, les agressions, etc. Mais dans tous les cas, il s'agit donc, les polytraumatisés le polytraumatisme est donc dû à une cause violente. Donc ce sont des causes violentes, la majorité des cas. Professeur. Oui? Le diapo est bloqué. Ah bon? Oui. À la première... Et là? Toujours pas? Vous recevez? Oui, traumatisé, professeur appelle. Oh! Alors, attendez. Et là? Oui, oui. C'est bon? Et là? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon? Épidémiologie? Est-ce que ça passe? Définition. Oh là là. Physiopathologie. Donc, physiopathologie, c'est bon? Oui, physiopathologie. Vous avez le plein écran ou là, vous avez Vous recevez ici comme ça? Oui, professeur. Ok, donc la physiopathologie, il est important. On revient juste un petit peu sur... Donc, il est important de connaître le mécanisme. Le mécanisme lésionnel est très important à connaître. Alors, nous avons le mécanisme direct, par lésion directe, soit par agent tranchant, les blessures par arme blanche, les agents contondants, soit par écrasement, soit par compression, soit par donc brûlure directe. Donc ça, ce sont les mécanismes directs. Donc on a des lésions directes. Après, nous avons les mécanismes indirects. Donc ce sont les lésions par décélération, par hyperextension, hyperflexion, hyperextension, ce qu'on appelle, ce qu'on observe, c'est le mécanisme qu'on observe avec la ceinture de sécurité et le freinage intempestif, l'effet blast, les lésions par effet de souffle dans les explosions, etc. Donc les mécanismes, pourquoi il est important de connaître les mécanismes?
Et ben en fait, le mécanisme va nous orienter sur la lésion sous-jacente. Donc, quand on a un mécanisme direct, on va s'attendre à retrouver une lésion au point d'impact directement, donc au niveau même du point d'impact. Et quand on a un mécanisme direct, eh bien, on va s'attendre à avoir des lésions internes qu'on ne voit pas et un peu diffuses. D'accord? Donc, il est important de connaître le mécanisme parce qu'il va nous renseigner sur déjà la nature du traumatisme, il va nous renseigner sur les lésions qu'on pourrait retrouver et les lésions qu'on devrait chercher. Il faut savoir que le polytraumatisé, on a dit qu'on avait au moins 2 lésions, on peut en avoir beaucoup plus. Ces lésions, l'effet de ces lésions, donc les répercussions de chaque lésion, elles ne vont pas s'additionner, mais elles vont plutôt se multiplier. Donc, lorsqu'on a un traumatisme thoracique associé à un traumatisme crânien, donc elles vont s'aggraver, les lésions vont s'aggraver les unes les autres. Alors, on passe à la prise en charge. La prise en charge, qui est la partie la plus importante de notre sujet. Donc, l'objectif de notre prise en charge va être d'abord et avant tout donc, de traiter les urgences vitales, les 3 fonctions vitales, les 3 grandes détresses vitales. Donc ça, c'est la priorité de la prise en charge parce que si vous ne prenez pas en charge les 3 grandes détresses vitales, le pronostic vital est engagé. Donc d'abord, restaurer les fonctions vitales en premier lieu, avant toute chose. Faire un bilan lésionnel exhaustif, donc complet, donc un bilan lésionnel à la recherche de toutes lésions qui peuvent exister, qu'elles soient visibles ou non visibles. Et ensuite, organiser la stratégie des soins et définir le rôle de chacun des intervenants puisque la prise en charge, vous allez le voir, elle est multidisciplinaire. Le diapo est bloqué dans la physiopathologie. Je pense que ça met un peu de temps pour arriver. Non, c'est pas bloqué. C'est bon? Oui, ça passe. Le diapo. Je pense que ça met du temps pour arriver. Pardon, professeur. Oui? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Voilà, donc... Pardon, professeur. Le diapo est bloqué dans la physiopathologie. Alors, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Et là? Non, c'est pour vous. La prise en charge, ça passe. Je comprends pas, il y en a pour qui ça passe et d'autres ça passe pas, c'est ça? Donc, on a la prise en charge. Oui, professeur, oui. Ok. Et là, attendez, est-ce que là, ça passe? Oui, ça passe. Allez, très bien. Voilà, donc, traiter les fonctions vitales, restaurer les fonctions vitales, faire un bilan lésionnel complet et organiser donc la hiérarchie des soins et définir le rôle de chacun des intervenants. Donc, c'est ça l'objectif de la prise en charge du polytraumatisé. Et cette prise en charge doit absolument, impérativement, commencer en préhospitalier, sur les lieux même de l'accident. Donc ça, c'est très important. La prise en charge doit être précoce. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le golden hour ou l'heure en or, parce que les études ont montré en fait que la majorité des décès et des aggravations vont se faire durant la première heure en dehors d'une prise en charge adéquate. C'est pour ça que dans les pays développés, ils ont réorganisé toute leur organisation de soins pour les lieux même de l'accident, donc ce qu'on appelle les premiers secours. Donc, la prise en charge doit être précoce durant la première heure. D'ailleurs, le pronostic est inversement proportionnel au délai de prise en charge. Plus vous mettez de temps à prendre en charge votre patient, plus le pronostic va être grave. Donc, plus vous prenez en charge votre patient rapidement, mieux il a des chances de s'en sortir. Donc, première chose à faire, c'est d'alerter, c'est d'appeler les secours parce que de toute façon, tout seul, vous n'allez pas
pouvoir faire grand-chose. Donc d'abord, appelez les secours et balisez les lieux de l'accident pour éviter le suraccident. Donc protégez votre victime et vous protégez vous-même. Ça passe? Oui, oui. Ok. Donc, toujours dans la prise en charge hospitalière. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez donc protégé et vous avez appelé les secours, donc qu'est-ce qu'on va faire? En priorité, on va d'abord évaluer la gravité. Et ça passe par l'interrogatoire, soit de la victime si elle est consciente, soit de l'entourage ou des témoins de l'accident. Donc, il faut préciser l'âge. Le contexte dans lequel l'accident est arrivé, on l'a vu tout à l'heure, puisque si on a un contexte, donc un accident de haute énergie, il faut suspecter donc des lésions graves. Le mécanisme lésionnel aussi, il est très important pour orienter votre recherche, votre bilan lésionnel. Il faut bien préciser l'heure de l'accident, le délai de prise en charge, les antécédents de votre patient, puisque donc, les antécédents peuvent aggraver une lésion présente. Par exemple, un cardiopathe, si vous avez un trauma thoracique chez un cardiopathe, il faut s'attendre donc à une mauvaise adaptation, à un état de choc hémorragique, etc. Préciser une éventuelle prise médicamenteuse, que ce soit des anticoagulants, des médicaments sédatifs qui peuvent interférer sur l'état clinique du patient ou même la prise en charge. Et préciser les associations lésionnelles. Donc, une évaluation rapide de la gravité. Ensuite, il faut évaluer les détresses vitales. Les 3 grandes détresses vitales, il faut les rechercher en premier lieu. Donc, la détresse hémodynamique, la détresse respiratoire, la détresse neurologique. Donc, il faut absolument les reconnaître, les rechercher et les traiter. Mettre en condition votre patient. Donc, faire un bilan lésionnel exhaustif et rapide, rechercher donc toutes les lésions qui peuvent exister et toutes les lésions que vous ne voyez pas et que vous suspectez. Et bien sûr, lutter contre la douleur et l'hypothermie qui sont des facteurs aggravants d'un polytraumatisme, d'un état de choc hémorragique. Donc, il faut les prendre en charge. Alors, la règle d'or en matière de polytraumatisme, c'est que tout traumatisé doit être, surtout s'il est inconscient, doit être considéré comme porteur d'une lésion du rachis jusqu'à preuve du contraire, donc jusqu'à preuve radiologique du contraire. Et donc, il faut faire très attention à la mobilisation de ces patients, puisque 10% des aggravations neurologiques surviennent lors des mobilisations et du transport. Donc, il faut faire très, très attention et il faut d'emblée considérer votre patient en préhospitalier comme un traumatisé du rachis. Donc, dans la prise en charge hospitalière, comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est de rechercher les 3 grandes détresses vitales. Donc, on va commencer par la détresse circulatoire. Les mécanismes sont variables, donc sont multiples, mais par contre, dans 80% des cas, bien sûr, il s'agit de l'état de choc hémorragique. La détresse circulatoire, dans le cadre du polytraumatisé, elle est surtout due à l'état de choc hémorragique, puisqu'en matière de traumatisme, on a des lésions qui saignent, soit par hémorragie vraie, visible, donc extériorisée, soit par hémorragie interne au cours d'un hémothorax, d'un hémopéritoine, etc. Donc ça, ce sont les étiologies les plus fréquentes, celles qu'on voit le plus. Ensuite, vous pouvez à côté retrouver d'autres étiologies. Donc l'état de choc hypovolémique relatif, ce qu'on voit dans les traumatismes médulaires, dans les sections de moelle qui entraînent une vasoplégie et donc une vasodilatation, une vasoplégie, donc une hypovolémie relative. Le choc obstructif, donc qui est dû à une augmentation de la pression intrathoracique, soit par pneumothorax suffocant, soit par tamponnade, soit par un hémothorax massif, et donc qui va entraîner une augmentation de la pression intrathoracique et donc une gêne au retour veineux et une gêne au remplissage du cœur. Donc en particulier, on voit ça en particulier dans les traumatismes thoraciques.
On peut aussi voir un état de choc hémorragique si vous avez un trauma thoracique violent avec atteinte cardiaque, avec contusion myocardique, avec tamponnage, avec ischémie myocardique, avec plaie du cœur, etc. Mais le plus souvent, il s'agit d'un état de choc hémorragique. Et dans ce cas-là, il faut rechercher, rechercher l'étiologie et la stopper. Quels sont les signes cliniques d'une détresse circulatoire? Donc là, l'état de choc hémorragique, vous connaissez les signes. Donc c'est la tachycardie, un pouls filant. Alors l'hypotension, vous pouvez trouver une hypotension, mais au départ, donc une tension normale avec pincement de la différentielle, vous pouvez retrouver donc une pression artérielle normale avec pincement de la différentielle qui témoigne de la phase de compensation. Mais ce qui doit vous alerter le plus, c'est la tachycardie. D'accord? Donc des marbrures, une pâleur cutanée ou muqueuse, un temps de recoloration cutanée supérieur à 3 secondes, une agitation, une anxiété, des troubles de la conscience, donc une désaturation ou alors une saturation mal captée si vous avez une hypotension importante. Donc tout ça, ce sont des signes en rapport avec l'hypoperfusion suite à l'état de choc hémorragique. Gardez en tête que si vous avez une bradycardie paradoxale associée à une hypotension, ça signe un désamorçage de la pompe cardiaque et un arrêt cardiaque imminent. Donc, si en plus d'une hypotension, vous avez une bradycardie, il faut faire très attention. Votre patient risque de faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. Alors, juste à titre d'information, il faut savoir qu'un fémur peut saigner jusqu'à 2 litres, qu'un bassin, une fracture, un traumatisme du bassin peut saigner jusqu'à 5 litres. Donc, les traumatismes du bassin saignent beaucoup. Ils sont à l'origine d'états de choc hémorragiques et parfois fatale. Une perte de sang de 10% de la masse sanguine, donc aux alentours de 500 cc, vous allez trouver une hypotension. Par contre, une perte de 40%, là, vous allez avoir des signes d'hypoperfusion avec une hypotension importante, une dyspnée, un pouls filant, une chute du débit cardiaque, etc. Donc, ça va dépendre de la sévérité de votre hémorragie et de la quantité de la perte sanguine en fonction, des lésions qui saignent. Alors, comment? Maintenant, on a reconnu la détresse circulatoire, on connaît le mécanisme. Comment la traiter? Eh bien, monitorage, on peut désormais estimer l'hémoglobine, même en préhospitalier, à l'aide d'un petit appareil qui est l'HemoQ. C'est comme un glucomètre qui permet donc de mesurer l'hémoglobine percutanée, donc comme pour une mesure de la glycémie capillaire. Évidemment, là, on est dans le cadre de l'état de choc, on est avec une hypoperfusion, une insuffisance circulatoire, donc on doit apporter de l'oxygène, oxygénothérapie, soit au masque ou alors si nécessaire intubation. On va mettre 2 voies veineuses périphériques de gros calibre et corriger impérativement la volémie par un remplissage par les cristalloïdes. Donc en priorité, on utilise les cristalloïdes parce qu'ils sont plus safe. Sinon, on peut utiliser les colloïdes. Il est conseillé d'utiliser les cristalloïdes en première intention. Mais ce remplissage, il ne doit pas être massif. Il faut arrêter le remplissage au bout de 30 à 40 cc par kilo et passer rapidement aux drogues vasoactives, la drogue de choix dans cette indication et la noradrénaline. Pourquoi? Pour éviter de surcharger notre patient et pour éviter aussi d'entraîner une hémodilution qui va aggraver l'hémorragie. Alors, en ce qui concerne la transfusion sanguine, elle est exceptionnelle dans la période préhospitalière. Alors, dans les pays très développés, ça se fait. Il y a même des dispositifs spéciaux qui permettent donc de retransfuser le sang de drainage, par exemple, d'un hémothorax. On le fait passer dans une machine, on le filtre et on le retransfuse au patient. Évidemment, à côté de ces mesures, il faut impérativement faire l'hémostase.
donc un pansement compressif, une compression, mettre en place un garrot, un pantalon anti-choc, suturer les plaies qui saignent, en particulier la face et le scalp qui saignent beaucoup. Dans tous les cas, vous allez faire tout ça dans l'objectif d'assurer une pression artérielle moyenne de 60 à 65 mm mercure, qui est le reflet d'une bonne perfusion périphérique. Alors, chez le sujet qui présente en plus un trauma crânien, ces valeurs doivent être revues à la hausse, et puisque vous savez que le cerveau est très très sensible à l'hypoxie, et là, on va chercher à restaurer une PAM à 80 et 90 mm mercure. Quelques règles de transfusion. Donc là, en hospitalier, hein, comme je vous ai dit, la transfusion en pré-hospitalier est vraiment exceptionnelle. Donc, les règles de transfusion, donc on va transfuser un concentré globulaire chaque fois que votre hémoglobine est inférieure ou égale à 7 grammes par décilitre, voire 9 à 10 grammes en cas de trauma crânien ou chez un sujet coronarien ou cardiaque, etc. La règle aujourd'hui, c'est de transfuser pour chaque flacon de concentré globulaire ou chaque 2 flacons de concentré globulaire, on va donner un PFC. Donc avec un ratio 1/1 ou 2/1 de concentré globulaire et de PFC. Pourquoi? Parce que le concentré de globules rouges contient que des globules rouges. Et comme vous savez, notre sang, donc il ne contient pas de plasma. Et comme vous savez, les facteurs de la coagulation se trouvent au niveau du plasma. Donc, si vous apportez que des globules rouges, vous n'allez pas apporter des facteurs de coagulation et donc vous risquez d'entraîner une hémopathie, une hémoglobinopathie et donc aggraver l'hémorragie. Donc, toujours donner du PFC. Le PFC doit être donné pour un TP inférieur à 40% ou à 60% en cas de trauma crânien. Les concentrés plaquettaires à partir de 50 000, en moins de 50 000 éléments par millimètre cube ou moins de 100 000 en cas de trauma crânien. Il faut donner du fibrinogène aussi s'il est inférieur à 1,5. Donc en plus des mesures de cette transfusion et de l'hémostase, on peut être amené à donner l'acide tranexamique, l'hexacil, qui est un antifibrinolytique qui va arrêter donc la fibrinolyse physiologique, à condition de le donner avant la 3e heure. Parce qu'après ça, la fibrinolyse, elle est enclenchée et il n'est plus efficace. Donc, il est très important dans le choc hémorragique de casser ce qu'on appelle la triade létale, qui est l'association de l'hypothermie et de l'acidose et de l'hémodilution. C'est pour ça qu'on donne les PFC, c'est pour ça qu'on évite de trop remplir les patients, de les réchauffer et donc de restaurer une PAM à 60-65 mm mercure pour éviter cette triade létale qui aggrave un état de choc hémorragique, qui aggrave le saignement et qui peut précipiter le décès. Donc, le pantalon anti-choc, on peut être amené à utiliser le pantalon anti-choc. En fait, quand on va gonfler, il va entraîner une vasoconstriction au niveau des membres inférieurs et de l'abdomen et augmenter le retour veineux. Donc, c'est ça le rôle du pantalon anti-choc. Donc, coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, ça, c'était pour la détresse circulatoire. Donc, ensuite, on a dit on a 3 détresses. La détresse respiratoire. Donc, au cours du polytraumatisme, la détresse respiratoire peut être due soit d'origine centrale, si on a par atteinte directe des centres respiratoires, donc soit au cours d'un trauma crânien, un trauma du rachis cervical avec des lésions médulaires hautes. Vous savez que le centre de respiration se trouve au niveau de C4, qui est donc, on va avoir une atteinte du muscle diaphragme qui peut entraîner une détresse respiratoire, elle peut aussi être secondaire à un état de choc, donc à une détresse circulatoire. Soit par lésion directe, donc contusion pulmonaire, surtout le plus souvent les épanchements, donc qu'ils soient gazeux ou hématiques, l'hémopneumothorax, les ruptures trachéobronchiques, l'obstruction des voies aériennes, etc. Donc toute lésion au niveau du thorax, si on a un traumatisme thoracique,
peut se compliquer de détresse respiratoire. Alors, quels sont les signes de détresse respiratoire? Donc, vous les connaissez, c'est la dyspnée, c'est la désaturation, la cyanose, les signes de lutte. Donc, vous pouvez avoir une asymétrie auscultatoire en cas d'épanchement, un tympanisme ou un emphysème sous-cutané en cas de pneumothorax, une abolition des murmures vésiculaires en cas d'hémothorax, une agitation, des troubles de la conscience, etc. Donc ça, qui témoigne de l'hypoxie et de l'hypercapnie. Alors, comment traiter une détresse respiratoire? C'est simple, il faut pallier, donc il faut apporter de l'oxygène. Donc, il faut assurer la liberté des voies aériennes supérieures, bien sûr, donner de l'oxygène le mieux par masque à haute concentration à fort débit, donc à l'aide d'un masque à haute concentration, ou alors par intubation orotrachéale si votre patient est inconscient, donc si votre Glasgow est inférieur ou égal à 8, ou si vous avez donc une détresse respiratoire qui ne répond pas à l'oxygénothérapie au masque. Donc si vous avez une inhalation ou si votre patient est en arrêt, là il faut intuber le patient. Bien sûr, il y a des gestes simples qu'on peut réaliser même en extra-hospitalier qui peuvent sauver la vie d'un patient. C'est comme l'exsufflation d'un pneumothorax suffocant. Dans tous les cas, à l'aide donc d'une intranule ou d'une aiguille de gros calibre, ça peut donc remettre le poumon à la paroi et sauver votre patient. Dans tous les cas ici, votre objectif est d'avoir une saturation supérieure à 95% et une fraction expirée en CO2, donc une capnie, aux alentours de 35-45 mm mercure. Alors, on passe maintenant à la troisième des trois grandes détresses vitales, c'est la détresse neurologique. Alors là, le mécanisme est simple. Le plus souvent, il s'agit d'un trauma crânien et ou un trauma du rachis, donc un trauma médulaire et ou un trauma crânien. Le plus souvent, la cause est directe. Parfois, on peut avoir des troubles de la conscience qui sont secondaires donc, à une détresse hémodynamique, donc par hypoperfusion cérébrale ou une hypoxémie, une détresse respiratoire, toujours par souffrance cérébrale secondaire. Alors justement, l'agression cérébrale, elle peut être primaire, donc soit par le traumatisme direct, un traumatisme extérieur. Elle peut aussi être secondaire par réaction du cerveau à une lésion, à un traumatisme extérieur. Donc soit des atteintes centrales, comme la survenue d'une HIC, d'un œdème cérébral, d'une hémorragie, d'un vasospasme, d'une hydrocéphalie, etc. Soit ce qu'on appelle les axos, qui sont très importants, c'est la réaction du cerveau à un traumatisme ou à une agression, ce qu'on appelle les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, qui sont représentées par l'hypotension, l'hypercapnie, l'hypoxémie, l'anémie, l'hyperthermie, l'hyperglycémie, donc tous les facteurs qui peuvent altérer l'homéostasie cérébrale. Et comme vous savez, le cerveau, la perfusion cérébrale nécessite une régulation très étroite et donc elle dépend de paramètres hémodynamiques, de paramètres ioniques, de paramètres donc, de gazométrie. Et donc, il faut les régler de façon très précise. Donc, comment reconnaître une détresse neurologique? Les signes cliniques sont simples. Donc, c'est l'existence de troubles de la conscience. Il faut donc scorer le patient par le Coma Glasgow Score. Il faut savoir qu'un Glasgow inférieur ou égal à 8 témoigne d'un trauma crânien grave. Il faut bien préciser la notion de l'intervalle libre, c'est-à-dire une perte de connaissance initiale, ensuite une reprise de connaissance et une aggravation secondaire qui peut nous orienter vers un hématome extradural. Rechercher des signes de localisation, l'examen des pupilles, leur réactivité, l'existence d'une mydriase ou d'une anisocorie, qui témoignent donc de signes d'engagement, la survenue d'une crise convulsive, les réflexes ostéotendineux et les réflexes du tronc, rechercher une plaie crânio-faciale, l'existence des ecchymoses en lunettes,
une autorée, donc écoulement du LCR, soit par le nez ou par l'oreille qui témoigne donc d'une atteinte de la base du crâne. Donc le Glasgow, vous devez le connaître par cœur. Comment traiter une détresse neurologique? Bien sûr, chaque fois que votre Glasgow est inférieur ou égal à 8, il faut intuber votre patient pour protéger les voies aériennes supérieures contre l'inhalation et contre la chute de la langue. Sédater votre patient. Et là, votre principe dans la détresse neurologique, c'est bien sûr de maintenir une pression de perfusion cérébrale adéquate. Comment? En évitant les axos, d'une part, en donnant une osmothérapie donc pour éviter l'HIC en cas de mydriase ou d'œdème cérébral ou d'HIC, donner l'osmothérapie, donc le mannitol, et puis rechercher les indications chirurgicales qui sont assez rares en matière de trauma crânien. À moins de 5% des lésions donc, au cours du trauma crânien nécessitent une prise en charge chirurgicale. C'est surtout l'hématome extradural, l'hématome sous-dural qui est symptomatique ou qui est étendu, et puis les embarrures ouvertes et les plaies crânio-cérébrales. Ça, ce sont des urgences neurochirurgicales. Voilà, donc tout ça, c'était la prise en charge des 3 grandes détresses vitales qui doit représenter la priorité. Il faut les reconnaître, connaître les étiologies, connaître les signes et puis les principes du traitement. À côté de ça, donc une fois que vous avez restauré vos 3 grandes détresses vitales, il y a d'autres choses à faire qui sont un peu secondaires mais nécessaires. Donc, immobilisation d'éventuelles fractures, c'est important pour éviter l'embolisation, donc l'embolie graisseuse. Le parage et le nettoyage des plaies. Une antibiothérapie si vous avez des lésions ouvertes, donc une effraction cutanée. Donc, on va donner de l'augmentin en priorité. Lutter contre l'hypothermie en réchauffant le patient, donc couverture isolante. Lutter contre la douleur par les antalgiques. Et sédation, il faut faire très attention si votre patient n'est pas intubé. Alors, la deuxième phase de la prise en charge, c'est le ramassage et le transport. Cette phase est très importante. Il faut lui accorder donc une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, plus de 10% des lésions neurologiques vont survenir au cours de cette phase, au cours du ramassage et du transport. Donc, il faut lui accorder une importance, il faut une manipulation très prudente selon les techniques de ramassage et donc avec une équipe entraînée, donc en respectant toujours l'axe tête-cou-tronc. Bien sûr, il faut mettre une minerve dès l'arrivée. Il faut mettre en place un collier cervical avec un appui sterno-mentonnier, mettre un matelas coquille, donc mettre un matelas coquille ici, toujours pour immobiliser votre patient et le garder dans le même axe, la tête, le cou et le tronc, et mobiliser votre patient en bloc, c'est-à-dire sans bouger la tête, le rachis et le tronc. Donc le mieux, c'est de faire ça à l'aide de 3 intervenants, bien sûr, en évitant de mobiliser votre patient le moins possible. Une couverture isolante pour éviter donc l'hypothermie. Bien sûr, le transport se fait dans une ambulance médicalisée avec monitorage, oxygénothérapie, système d'aspiration, donc et tout le matériel nécessaire, donc tout le matériel d'urgence nécessaire pour prendre en charge une éventuelle aggravation pendant le transport. Alors ça, c'était la phase préhospitalière qui est très très importante. Maintenant, on arrive à l'hôpital, la prise en charge au niveau de l'hôpital. Donc là, ici, on a les moyens, on a beaucoup plus donc, de matériel. Donc on va prendre le temps de bien prendre en charge le patient avec des moyens plus spécialisés. Il faut savoir que la prise en charge spécialisée, elle est multidisciplinaire. Elle va impliquer un médecin réanimateur, chirurgien, orthopédiste, radiologue,
personnel paramédical, laboratoire, laborantin, biologie, etc. Il se fait dans une salle de déchocage dédiée avec un plateau technique adéquat, avec tout le matériel nécessaire à prendre en charge donc des urgences. Et donc, la prise en charge va se faire en continuité avec la prise en charge préhospitalière, donc toujours rechercher et prendre en charge les fonctions vitales, les 3 grandes détresses vitales. Là, il faut suivre une démarche diagnostique lésionnelle rigoureuse, plan par plan, appareil par appareil. Il faut prendre son temps pour rechercher toutes les lésions qui sont visibles et toutes les lésions qui peuvent passer inaperçues. Et bien sûr, une fois qu'on a reconnu toutes les lésions, il faut mettre en place une stratégie thérapeutique, donc de soins, une stratégie de soins adaptée à chacune des lésions et à l'état du patient. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on va continuer la prise en charge qui a été établie sur les lieux mêmes de l'accident. Donc, il est important de faire la transmission avec l'équipe du SAMU ou l'équipe des urgentistes qui étaient présents sur place, qui vont nous renseigner sur l'heure et les circonstances de l'accident. On a dit c'est important, le mécanisme, le bilan initial, ce qu'ils ont trouvé, l'état du patient, leur examen donc, initial, ce qu'ils ont trouvé, l'état du patient quand ils l'ont examiné, tout ce qu'ils ont trouvé comme lésion, donc il doit être noté, l'évolution pendant le transport, tout ce qui a été donc donné aux patients comme traitement, tout ce qui a été entrepris comme geste durant la période préhospitalière, ainsi que l'évolution du patient et les délais de prise en charge qui sont très très importants, toujours pour revenir à cette notion du golden hour. Alors, donc, on va encore une fois à l'hôpital réévaluer les 3 grandes détresses vitales, donc les rechercher les détresses vitales, les rétablir ou alors les maintenir si ça a été fait en préhospitalier. Donc, toujours les rechercher, les reconnaître et les traiter. Et là, l'intérêt de la prise en charge hospitalière, bien sûr, le but ici, c'est bien sûr de faire le bilan lésionnel, de rechercher donc toutes les lésions qui peuvent exister et de les traiter par ordre de priorité. Donc, établir un bilan lésionnel complet, exhaustif, des examens complémentaires, là on peut les faire, et bien sûr une stratégie de prise en charge, une stratégie de traitement. Votre patient doit être monitoré dès son arrivée, au minimum cardioscope, saturation, pression artérielle non invasive, voire invasive. Vérifier les voies veineuses périphériques qui ont été posées, voire mettre en place une voie veineuse centrale et un cathéter artériel pour les prélèvements. Vérifier votre intubation, si votre patient est intubé, le brancher pour une ventilation mécanique ou alors oxygénothérapie. Mettre en place une sonde pour monitorer la température, une sonde vésicale, c'est très important pour évaluer la diurèse. Vérifier l'identité de votre patient et bien sûr la transmission. Vérifier le statut vaccinal, surtout si vous avez des plaies ouvertes. Donc les pansements qui ont été faits sur place, en général on fait ça rapidement, donc ils doivent être revus. Vous devez refaire le parage et là on va faire ça proprement avec donc on va prendre le temps. Donc l'occlusion des yeux, l'antibioprophylaxie si elle n'a pas été faite, toujours bien sûr continuer l'analgésie et la sédation et la lutte contre l'hypothermie. Ici donc bien sûr si votre patient est stable, donc stabilisé, là on va faire un bilan lésionnel complet, donc examen systématique du patient, de tous les appareils, de la tête aux pieds, patient dénudé, donc afin de ne pas passer à côté d'une éventuelle lésion. Donc commencer par le crâne, rechercher des plaies, des embarrures, une autoragie qui témoigne d'une fracture du rocher. Au niveau de la face, rechercher des plaies, une lésion des globes oculaires, un épistaxis,
Donc, les plaies de la face qui saignent beaucoup, il faut faire l'hémostase, il faut faire le parage et les sutures. Ensuite, on descend au cou, rechercher des lésions cervicales, un éventuel hématome. Au niveau du thorax, là encore, rechercher des ecchymoses, une déformation, une respiration paradoxale qui témoigne d'un volet thoracique, un emphysème sous-cutané, etc. Au niveau de l'abdomen, rechercher une douleur, une distension, une contracture, une défense qui témoigne d'un épanchement intrapéritonéal. Au niveau du bassin aussi, rechercher une douleur, une déformation, la mobilité des crêtes iliaques, la recherche d'un traumatisme du bassin. Enfin, l'appareil locomoteur, rechercher une déformation, des fractures ouvertes ou pas, ou fermées. Examen des plaies, rechercher une plaie, palpation des poux et rechercher une lésion nerveuse périphérique. Ensuite, examen neurologique complet, donc on fera score de Glasgow, examen des pupilles, la motricité et la sensibilité, rechercher un déficit, rechercher les réflexes du tronc, les réflexes ostéotendineux, le tonus anal à la recherche donc d'un syndrome de la queue de cheval, qui témoigne d'un traumatisme rachidien. Donc ça, c'est pour l'examen clinique. L'examen clinique vous permet de suspecter une lésion qui peut être visible ou pas, ou sous-jacente, et de demander les examens paracliniques et les examens complémentaires pour le confirmer. Donc pour les examens biologiques, bien sûr, ce qu'il faut demander en priorité, c'est le groupage Rhésus et la recherche d'agglutinine irrégulière, puisqu'on a vu que dans 80% des cas, on a un état de choc hémorragique et on peut être amené à transfuser le patient. Il faut connaître les règles de transfusion. Alors, le bilan biologique ne doit pas retarder une transfusion. Si votre patient est en état de choc hémorragique, il faut commencer au moins par donner du O négatif en attendant l'arrivée du groupage, mais ça ne doit pas retarder une transfusion. Faire un bilan d'hémostase, donc FNS, plaquettes, TPTCK fibrinogène. Le bilan rénal, donc un bilan complet. Et puis le bilan en fonction, une gazométrie et un taux de lactate si vous avez une détresse circulatoire. Recherche de toxiques, très important, parce que souvent au cours des accidents de la voie publique et des accidents de la circulation sont souvent secondaires à des toxicités, donc d'un taux d'alcoolémie ou recherche de toxiques dans le sang et dans les urines. C'est très important. Les autres bilans biologiques sont orientés en fonction des lésions que vous suspectez, par exemple bilan hépatique, les enzymes cardiaques si vous suspectez une lésion cardiaque, etc. En ce qui concerne la prescription des examens paracliniques, alors si votre patient est instable, il faudra éviter de le mobiliser et on va demander des examens qui vont se faire au lit du malade, donc sans trop le mobiliser, c'est-à-dire une radio du thorax et du bassin au minimum, et une échographie, une écho abdominopelvienne, ce qu'on appelle le fast écho, donc une écho pulmonaire, abdominopelvienne et cardiaque. Et avec ces deux examens, vous pouvez avoir assez de renseignements pour éliminer une urgence vitale. Par contre, si votre patient est stable ou qu'il a été stabilisé, là, le mieux, c'est de demander un body scan, donc une TDM corps entier, qui va vous permettre, là, vous êtes à l'aise pour demander un body scan et qui va vous apporter tous les renseignements nécessaires pour détecter toutes les lésions, que ce soit en crânien, en thoracique, en abdominaux, pelvien, le rachis, etc., avec un seul examen complémentaire. Après, les autres examens complémentaires vont être prescrits en fonction de votre orientation diagnostique, de ce que vous suspectez comme lésion, donc radio des membres si vous suspectez une fracture, une artériographie si vous suspectez donc un vaisseau qui saigne, une endoscopie si vous suspectez une rupture trachéobronchique, etc. Donc, la prise en charge hospitalière spécifique doit se faire par ordre de gravité, par ordre de priorité, toujours en commençant par les lésions hémorragiques
qui ne peuvent pas attendre parce qu'il y a une urgence, une mise en jeu du pronostic vital immédiat. Donc, commencez toujours par les lésions hémorragiques à prendre en charge en priorité. Ensuite, les lésions neurochirurgicales. Et enfin, les lésions associées, tout ce qui est fracture, stabilisation, tout ça, ça peut attendre puisque ça n'engage pas le pronostic vital immédiat. Dans la prise en charge chirurgicale, on repose, chez le polytraumatisé, repose sur la notion du damage control, c'est-à-dire qu'on va faire des gestes vraiment simplifiés comme un packing, juste pour arrêter l'hémostase ou juste pour faire l'hémostase, donc pour arrêter un saignement et refaire une chirurgie plus délabrante, plus longue, donc plus dangereuse pour le patient, une fois que votre patient a été stabilisé et qui pourra faire face aux variations importantes. Alors, à côté de ça, la prise en charge secondairement, si votre patient s'en est sorti malgré ses lésions, là, c'est la phase secondaire, c'est la phase de séquelles et de rééducation qui est tout aussi importante. Donc, bien sûr, on va poursuivre les mesures de réanimation, mais on va aussi gérer les complications du décubitus, que sont la rhabdomyolyse, l'infection rénale, les infections pleuropulmonaires qui sont secondaires à une ventilation mécanique, l'insuffisance rénale, les complications thromboemboliques, les décompensations secondaires d'une lésion en 2 temps. Et donc, tout ce qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel, on va essayer donc d'améliorer le pronostic fonctionnel de ce genre de patient. Voilà, donc en conclusion, le polytraumatisé est un véritable problème de santé publique car à côté du pronostic vital qui est mis en jeu par définition, puisque le polytraumatisé présente au moins 2 lésions dont une met en jeu le pronostic vital. Donc il y a aussi à côté de ça le pronostic fonctionnel qui a des répercussions importantes sur le patient, sur son environnement, sur la société, donc un impact économique, social, familial, etc. La prise en charge doit impérativement débuter sur les lieux même de l'accident, donc en respectant le golden hour pour espérer améliorer le pronostic du patient. Il faut accorder une importance très particulière à la phase de ramassage et le transport, puisqu'il y a des aggravations qui se font au cours de cette phase. Votre priorité doit être donnée à la gestion des 3 grandes détresses vitales, donc cardiaque, respiratoire et neurologique. Et enfin, il faut savoir que la prise en charge au niveau de l'hôpital, donc la prise en charge hospitalière, se fait par une équipe multidisciplinaire, donc impliquant plusieurs intervenants. Et en général, il faut désigner un trauma leader, qui est en général le médecin anesthésiste réanimateur, et c'est lui qui va coordonner la prise en charge et organiser les soins et définir le rôle de chaque intervenant. Voilà, merci pour votre écoute. Merci à vous, professeur. Donc, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Est-ce que vous avez des questions? Merci à vous, Hicham. Alors, attendez, j'ai quelques questions. Si on devait classer par ordre de priorité une prise en charge, attendez. Doucement. Alors, on va essayer de répondre au chat. Alors, il y a Hamid qui demande si on devait classer par ordre de priorité de prise en charge chirurgicale, neurologique, thoracique, abdominale, fracture des membres du bassin, quel serait l'ordre? Alors, l'ordre, ça va être abdominal et neurologique. Alors, ça dépend. Si vous avez un hémopéritoine, la priorité, c'est abdominal. Thoracique, si vous avez un hémothorax important, ça va être thoracique. En fait, c'est la lésion qui saigne le plus, en fait, et qui a le plus de retentissement. Donc, en priorité abdominale, si vous avez un hémopéritoine. Thoracique, si vous avez un hémothorax important qui saigne plus de 1500 cc.
des membres sont les derniers à être pris en charge. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Hamid? J'ai une autre question. Alors, ok. J'ai une autre question. Vous avez dit, lors d'un état de choc, on commence par le remplissage. Quand est-ce qu'on passe aux drogues? Alors, on passe aux drogues lorsque, malgré le remplissage, au bout de 30 à 40 cc par kilo, si vous avez un patient de 60 kg, vous lui donnez 40 cc par kilo, c'est-à-dire 2400 cc, et que vous avez toujours une hypotension, il faut rapidement passer à la noradrénaline. D'accord? Donc, remplissage, 30 à 40 cc par kilo, ne pas les dépasser. Si malgré 30 à 40 cc par kilo, vous avez toujours une hypotension, il faut passer aux drogues vasoactives. Alors, c'est quoi la règle de transfusion chez l'adulte? La règle de transfusion chez l'adulte, je vous l'ai dit, c'est chaque fois que vous avez une hémoglobine inférieure ou égale à 7 chez un adulte normal, inférieure ou égale à 9, voire à 10, si vous avez un trauma crânien associé. Et la règle, c'est de donner pour chaque concentré globulaire ou 2 concentrés globulaires un PFC. D'accord, Sabrina? Dans le diapo, vous avez mentionné que perte de 2500 entraîne une HTA, une hypotension sévère. Une hypotension. C'est une hypotension. Hein? D'accord? C'est hypo, vous avez trouvé, il y a un petit moins à côté de l'hypotension. Ça, c'est la question de Semir. Il faut me dire si vous n'avez toujours pas compris, vous me dites. Hein? Alors, on a une autre question. Est-ce qu'une fracture du bassin peut survivre? Tout ce qu'on a vu aux urgences, les fractures du bassin, toujours, pas en état de choc hémorragique. Comment? Alors, justement, les prises. Donc, je vais vous dire pourquoi les fractures du bassin sont très graves. Les fractures du bassin, c'est la fracture qui saigne le plus. Vous avez vu, on a un saignement jusqu'à 4 litres. Donc, ce sont ce sont des fractures qui saignent beaucoup. Donc, on a un retentissement important. Le problème des fractures du bassin, c'est que le bassin saigne au niveau du rétropéritoine et il n'est pas accessible à la chirurgie. Et le traitement des fractures du bassin, enfin des saignements secondaires aux fractures du bassin, repose sur l'embolisation qui se fait en radiologie interventionnelle. Donc, on va envoyer un cathéter et on va essayer donc de boucher le vaisseau qui saigne à travers un cathéter. Et ça ne se fait pas chez nous partout, ça ne se fait pas partout, c'est pourtant simple, mais ça ne se fait pas partout. Et il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui vont ouvrir un bassin parce qu'il n'est pas accessible. Le saignement se fait au niveau du rétropéritoine et le rétropéritoine n'est pas accessible à la chirurgie. Oui, voilà, malheureusement. Alors après, ce n'est pas toutes les fractures du bassin qui saignent jusqu'à 5 litres. Hein. On a des fractures du bassin qui sont simples. Mais en général, une fracture du bassin qui saigne, en général, sont des lésions assez graves. Et oui, on a des patients qui décèdent facilement et rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que pour les autres, j'ai répondu à vos questions? Merci, Angel. Est-ce que pour les autres, ça m'est OK? Le débit d'oxygénothérapie. Alors, votre débit, est-ce qu'un fort débit peut provoquer un PNO? Alors, le débit d'oxygène, ça dépend comment vous le donnez. Si vous donnez au masque à oxygène, non, il n'y a pas de risque d'entraîner un pneumothorax avec un masque à haute concentration. Et votre débit d'oxygène doit être réglé en fonction de la réponse de votre patient. Donc, si vous commencez à 6 litres, 8 litres, 10 litres, si malgré une oxygénothérapie à haut débit, votre patient ne répond pas, il faut passer rapidement à l'intubation, ventilation mécanique. Ce qui peut provoquer un pneumothorax, c'est justement la ventilation mécanique avec une pression positive. Donc, lorsqu'on règle le respirateur, on va donner une pression positive, ce qu'on appelle la PEP, et c'est ça qui peut provoquer un pneumothorax. Mais une oxygénothérapie au masque facial standard ne va pas entraîner, il faut vraiment des pressions très, très élevées. Merci, Imenou.
D'autres questions? Si on décolle le rétropéritoine en cas de rétro-hémopéritoine, qu'est-ce qui peut arriver? Mais là, en fait, on risque de décompenser le saignement qui devient incontrôlable. C'est pour ça que les chirurgiens n'aiment pas travailler sur le rétropéritoine ou n'aiment pas ouvrir le rétropéritoine. Déjà parce qu'il est très difficile d'accès et que vous pouvez aggraver le saignement et vous retrouver avec un saignement incontrôlable que vous n'allez pas pouvoir arrêter. Vous n'avez pas accès aux vaisseaux qui sont derrière. Il y a trop de choses qui vous gênent. Entre le traumatisme abdominal et le traumatisme crânien, par quoi commencer? On commence en général par le traumatisme abdominal parce que si vous avez un hémopéritoine, c'est ça par quoi il faut commencer. Alors, dans les trauma centers, ce qui se fait à l'étranger, bon, là chez nous, ce n'est pas évident. L'idéal, c'est de faire une prise en charge multidisciplinaire. On peut opérer et la tête et l'abdomen en même temps par 2 équipes de neurochirurgiens et de chirurgiens viscéralistes en même temps. Ça peut se faire. Mais en tout cas, l'hémopéritoine tue plus rapidement qu'un hématome extradural. Donc, vous allez faire une chirurgie abdominale rapide en utilisant la technique du damage control, c'est-à-dire une chirurgie très courte, et passer au trauma crânien. Mais l'idéal, c'est de faire les deux en même temps. C'est possible de le faire. Merci, merci à vous. Alors, Nina qui me dit, entre rupture de la rate et pneumothorax, par quelle lésion commencer? Eh bien là, en fait, c'est facile. Le pneumothorax, vous allez drainer rapidement votre patient. Et de toute façon, vous êtes obligé de drainer votre pneumothorax avant de le faire entrer au bloc opératoire. Parce que pour faire une chirurgie, vous allez intuber votre patient. Et l'intubation, la ventilation mécanique aggrave le pneumothorax. Donc, vous allez poser votre drain. C'est très rapide, ça prend 2 minutes. Et ça ne va pas retarder la prise en charge chirurgicale de votre rupture de la rate. D'accord? Donc, vous posez votre drain rapidement et vous envoyez votre patient au bloc opératoire. Un drain thoracique est très rapide à placer. Vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Le taux de lactate dans les états de choc, un taux de lactate supérieur à 2,5 témoigne donc d'une hypoperfusion et d'un état de choc. Et donc, le but, c'est de ramener un taux de lactate inférieur à 2 milléquivalents par millilitre. Nina, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Est-ce qu'on peut faire en pratique courante, tu veux parler des lactates, du taux de lactate? Tu parles du taux de lactate, le taux de lactate, oui, le taux de lactate se fait, hein, c'est un bilan sanguin qui se fait sans problème. Le taux de lactatémie. On le fait, ça se fait, hein, c'est un bilan très simple à faire. Tout comme la gazométrie aussi. Le taux de lactate et la gazométrie sont très importants en matière d'état de choc, quelle que soit son origine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-on stopper une hémorragie interne par les PFC? Pas du tout, pas du tout. Une hémorragie interne, ça veut dire qu'il y a un saignement, ça veut dire qu'il y a un vaisseau qui saigne et ça veut dire que vous devez aller faire l'hémostase. Le PFC, la transfusion sanguine, oui, il faut la faire, parce que vous avez une perte sanguine, vous avez une hémorragie, donc il faut restaurer le sang, le saignement, donc la masse sanguine qui a été perdue. Mais à côté de ça, il faut assurer l'hémostase. Et pour assurer l'hémostase, vous devez opérer, chercher le vaisseau qui saigne et donc le ligaturer ou stopper le saignement. Donc, le PFC seul ne peut pas stopper une hémorragie interne. Alors, si j'ai un cas de détresse circulatoire chez un patient pancytopénique connu, de détresse circulatoire, donc tu veux dire un état de choc, quel serait mon raisonnement vis-à-vis de transfusion?
Alors là, chez les sujets pancytopéniques, qui veut dire donc qu'il y a une pancytopénie, donc tu vas donner les produits dérivés sanguins, comme je vous l'ai dit. Donc si ton TP est inférieur à 40, tu vas donner du PFC. Si ton hémoglobine est inférieure à 7, tu vas donner des concentrés globulaires. Si tes plaquettes sont inférieures à 50 000, tu vas en plus donner les concentrés plaquettaires. Donc, tu vas respecter le taux de chaque lignée, les globules rouges, le TP, les plaquettes. Et chaque fois que tu as un taux inférieur à ces valeurs, tu vas supplémenter. Les hémorragies internes, à part les fractures du bassin, on peut opérer et stopper le saignement, c'est ça. Bien sûr, les hémorragies internes. Alors, les hémorragies internes, il faut les opérer. Après, vous pouvez avoir un hémopéritoine de petite abondance, par exemple, parce que les lésions vont être gradées. Par exemple, une fracture de rate grade 1, celle-là, on ne va pas l'opérer. D'accord? On va attendre que l'hémostase va se faire naturellement avec transfusion. Et l'hémostase va se faire rapidement. Par exemple, une plaie du foie simple, un hématome péricapsulaire du foie qui est de petite abondance, ces hémopéritoines, on ne va pas les opérer, ça va se résorber spontanément, on va juste transfuser et restaurer la masse sanguine. Par contre, les hémorragies de moyenne et de grande abondance, où là les fractures de rate grade 3, grade 4, ou là les lésions hépatiques importantes, ou là, ceux-là, il faut les opérer en urgence. D'accord? Dans un état de choc cardiogénique, est-ce qu'on peut administrer la dobutamine en association avec la dopamine ou bien seul? Bien sûr, dans l'état de choc cardiogénique, vous allez administrer la dobutamine en priorité et vous pouvez l'associer à la noradrénaline, pas la dopamine. La dopamine, on l'utilise presque plus en matière d'état de choc. Vous allez associer la dobutamine à la noradrénaline si vous n'avez pas de réponse. Oui, parce que la noradrénaline a un effet alpha-vasoconstricteur, mais elle a aussi un effet inotrope limité. Donc, vous pouvez associer la dobutamine à la noradrénaline en l'absence de réponse à la dobutamine. Mais la dobutamine, c'est la drogue de choix en priorité. Alors, Wafa qui dit si j'ai un état de choc sous-jacent, un état sous-jacent qui va limiter la réponse aux transfusions comme un hypersplénisme. Je continue toujours la transfusion ou bien je relève. Non, ici, en matière de traumatisme, on est en phase aiguë. Donc là, on est devant une situation aiguë, on est devant une situation d'urgence. Donc si il faut transfuser. Par contre, dans ces cas-là, il faut essayer d'apporter du sang phénotypé, d'accord, isogroupe, isorésus, même dans les sous-groupes. Mais là, en fait, dans cette situation, on a des états de choc hémorragique ici. On a la mise en jeu du pronostic vital. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas, votre patient va mourir. D'accord? Donc là, il faut agir. Donc il y a la mise en jeu du pronostic vital. Donc là, il faut transfuser. Si vous avez un saignement, il faut transfuser. Et bien sûr, la transfusion ne suffit pas. Il faut réaliser l'hémostase en parallèle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci à vous, Wafa, Anaïs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Apparemment, il n'y a plus de questions, je crois. Bon, merci beaucoup, merci à vous, merci d'avoir suivi ce cours. Merci pour votre attention, merci pour toutes ces questions très, très intéressantes. Oui, on a beaucoup de dégâts, c'est vrai, par rapport aux hémorragies internes. Pourquoi? Parce qu'avant, on opérait toutes les hémorragies internes qu'on avait. Aujourd'hui, les chirurgiens ont changé un petit peu d'approche. Ils sont dans l'expectative
ils ont une nouvelle approche qui est en fait de respecter, qui est en fait de respecter les hémorragies internes, mais ça ne marche pas toujours souvent pour faire ça. C'est vrai que c'est une technique qui est aujourd'hui décrite, mais pour faire ça, il faut une surveillance très, très, très rapprochée. C'est-à-dire qu'il faut faire des échographies répétées au lit du malade plusieurs fois par jour. Il faut faire des hémoglobines, des bilans d'hémostase plusieurs fois par jour, quotidiennement. Et au moindre changement, il faut agir. Donc, pour faire une approche comme ça, respecter un hémopéritoine et donc faire une approche comme ça dans l'expectative, il faut se donner les moyens. Ça se fait avec une surveillance vraiment très stricte, ce qui ne se fait pas chez nous. C'est pour ça qu'on a des dégâts comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que aujourd'hui, c'est la technique qui est décrite. On en perd beaucoup moins à condition d'avoir une surveillance vraiment très, très rapprochée, clinique, biologique et échographique, et imagerie aussi, ce qui ne se fait pas. Voilà. Angel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as raison. C'est vrai, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec tu as raison, avec beaucoup de dégâts, en effet. On opère moins, mais on surveille moins aussi, ce qui n'est pas normal. Merci à vous de m'avoir suivi, et merci pour ce débat qui était très, très agréable. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut se quitter là. Ok, très bien. Apparemment, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'être resté, pour m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage pour le concours et pour la suite de votre carrière. Après, si vous avez des questions, je suis joignable. Votre délégué a mes coordonnées. S'il a besoin de plus de compléments de renseignements ou quoi que ce soit, je reste joignable. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt peut-être. Professeur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Oui? Oui, je t'écoute. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer le support? Oui, je vais t'envoyer ça sur ton mail tout de suite. D'accord, merci, merci. Ok, Bonne merci. soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.